heures demeure changer de position. Le Morning Dance Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter House Nation Radio. Tout de suite, voici le réveil de star. Et quel réveil de star! Ce matin, je vous propose d'accueillir un auteur, une interprète de talent, une égérie des années 80. Ce matin, c'est parti pour le réveil de star de Julie Pietri. C'est parti. Oui, allô? Oui, bonjour Julie, c'est Franck, comment allez-vous? Ah bah dites donc, à cette heure-ci, là, c'est un peu tôt, là, c'est l'heure du café, hein? Ben justement, c'est ça le réveil de star. Merci d'être là ce matin avec nous, Julie, c'est un véritable plaisir. Bonjour à vous, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous entendre. Carrément, surtout entre nous. En plus, on s'est déjà rencontrés il y a très longtemps et c'est un plaisir de vous retrouver une petite vingtaine d'années après, toujours en interview. Ah oui, hein, on n'a pas rajeuni dans tout ça. Hein. Donc nous avions rendez-vous tous les 20 ans. Voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc on a déjà pris note pour le prochain rendez-vous. Sachez que c'est un plaisir de vous avoir ce matin. Je vous propose un petit café ou un petit thé et nous allons parler de votre parcours et de votre actualité. Et quel parcours! On va noter que ce parcours a démarré en Algérie, puisque vous avez fait toute votre enfance en Algérie. Voilà, je suis née à Alger. J'ai vécu dans la proche banlieue d'Alger. Toute petite, je suis partie à cause évidemment de la guerre, vivre à Casablanca, après un petit passage éclair dans la banlieue de Rouen. Et j'ai vécu des heures magnifiques à Casablanca et il a fallu de nouveau rentrer en France. Et là, c'était autre chose, évidemment, les cieux étaient plus gris. Forcément, je veux bien le croire. En sachant que lors de votre adolescence, en fait, la musique, ça a toujours été une histoire de cœur avec vous, et notamment par le biais de votre grand frère, qui vous emmenait fréquemment à des concerts. Voilà, moi j'avais un grand frère féru de musique qui m'a complètement ouvert l'esprit en m'amenant voir des concerts qui allaient de Nougaro à Miles Davis en passant par Pink Floyd. Et je leur remercie vraiment beaucoup parce que mon premier groupe quand j'avais 14-15 ans avec lequel je m'amusais dans les maisons de jeunes et de la culture comme je pouvais, en massacrant joyeusement Janis Joplin ou Véronique Sanson. Ben, c'est lui qui m'avait présenté tous ces gars qui étaient des copains de lycée à lui, voilà, parce que mon frère aîné, voilà, était et a toujours été et continue à être un grand curieux et un amateur éclairé de musique, de théâtre, de toutes sortes de choses, voilà. Vous essayez de vous affirmer, en tout cas dans le cadre de la chanson. Vous essayez bien sûr de changer de nom. De Nicole, vous avez décidé de prendre votre deuxième prénom, qui est Juliette. Voilà. De là, vous êtes passé à Julie. Et dès l'âge de 15 ans, vous créez donc effectivement ce fameux groupe de musique avec Julie et les Transits. Voilà. C'était un petit passage d'apprentissage et surtout j'allais dire presque de défoulement par rapport au lycée, aux années 70 où ça chauffait quand même beaucoup. Alors je me défoulais un peu au travers de la musique, mais c'était pas encore bien sérieux. Mais enfin, ça n'empêche que dès 1975, vous sortez votre premier 45 tours, donc chapeau. Déjà, ouais, ça a été... Bon. Ouais, ça me fait rire quand on me dit ça, parce qu'en fait, moi, je m'apercevais absolument pas que j'avais fait un 45 tours, étant donné qu'il fallait que je passe mes années de lycée, que je prépare en première mon bac littéraire, etc. Donc, j'avais absolument rien compris au fonctionnement de la musique et de l'industrie du disque, dans la mesure où je savais même pas qu'il fallait défendre en promotion et quoi que ce soit, vu que c'était les études qui passaient en premier, et avec mon père, il valait mieux. Effectivement, dès l'âge de 18 ans, vous passez votre bac, vous rentrez en faculté de médecine à Paris. De là, vous ressortez avec des études d'orthophoniste. C'est un métier génial en plus, ça. Oui, non, j'aurais pas pu le faire. Non, j'aurais pas pu le faire. J'avais trop envie de me produire sur scène et de faire mes preuves en chanson pour aimer véritablement le vrai métier d'orthophoniste, qui est très beau, hein, mais c'était pas ma vocation du tout. Parce que l'orthophonie, c'est plein de domaines. En fait, moi, le domaine qui m'intéressait le plus, c'était la phoniatrie. C'était en rapport avec les difficultés que vous rencontrez quand vous avez des problèmes aux cordes vocales, enfin, à la voix en général. Mais moi, tout ce qui était les enfants dyslexiques, dyscalculiques ou qu'est-ce, ça me plaisait pas du tout. Donc, j'aurais fait qu'un petit bout du chemin si j'avais été orthophoniste. Mais on a le droit d'ailleurs de se spécialiser quand on est orthophoniste. Mais bon, non, moi, j'étais plutôt une nana qui était faite pour la scène.
Alors déjà c'est bien parce que vous avez fait plaisir à vos parents en faisant effectivement ces études d'orthophoniste, diplôme en poche, à partir de là vous vous lancez réellement dans votre carrière et à l'issue d'une très belle audition vous rentrez dans le groupe de la bande à Basile. Alors ça a été ma starac à moi. J'ai beaucoup appris dans la bande à Basile, il fallait apprendre quelques pas de danse, donc il fallait se mettre un petit peu à tout ça, il fallait se mettre tout de suite au studio, enregistrer, faire des télés parce qu'on a eu du succès très très vite et tout de suite même et voilà, on a été tout de suite exposés et notre première ou une de mes premières télés, je ne sais plus avec ce groupe, c'était quand même Drucker, donc on avait quand même vachement la trouille parce qu'on n'était absolument pas aguerris. Surtout moi, les autres avaient une certaine expérience, moi pas du tout. C'était ma première fois, donc ça a été une belle découverte en même temps et j'étais sûre que c'était ça que je voulais faire. De là, vous faites une très belle rencontre quelques temps plus tard qui est Salvatore Adamo qui vous permet de faire sa première à l'Olympia. Ah non, ça c'était avec la bande à Basile. Je m'inscris en faux. Attention, révisez vos fiches. Car mon premier Olympia c'était avec Sacha Distel. D'accord. Alors moi Sacha Distel il arrive plus tard. Adamo c'était avec la bande à Basile, c'était dans les 78 je crois. 70, je sais plus. Mais Sacha Distel, c'est quand j'étais devenue chanteuse à part entière et que j'avais déjà fait l'album qui comportait Maria Magdalena, mon premier disque d'or. Sacha Distel entendait ma voix à la radio, il disait cette nana-là, je lui offrirais bien une américaine de mon spectacle à l'Olympia. Et c'est ce qu'il a fait, il a cherché à me joindre, il m'a joint, il m'a donné cette opportunité de traiter ses musiciens, c'est quand même l'élégance suprême de ce monsieur. Et chanter aussi 2 duos avec lui, dont un homme et une femme. Et une femme, effectivement. Sabadabada, sabadabada. Donc ça a été magnifique, une expérience merveilleuse. Ça m'a mis le pied à l'étrier, ça a été ma première grande scène. Je dois dire, l'élégance de cet homme et ainsi que son talent, on se souvient peut-être moins qu'il était guitariste de jazz, qu'il a fait une carrière à Londres dans des comédies musicales. Non, ça a été un immense monsieur, très élégant. Et je dois dire que c'était une expérience très émouvante. Avant de rencontrer Sacha Distel, un an plus tôt, vous aviez eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un que j'adore absolument, qui est Jean Schultes. Et vous avez eu aussi l'occasion de travailler avec Jean-Marie Moreau. Vous en gardez de bons souvenirs de ça? Oh oui, excellent, bah oui. Parce que Jean Schultes, aujourd'hui, est connu du grand public parce qu'il a fait Confidence pour Confidence. Tout à fait. Je dirais presque par défi et par humour. Mais lui, c'est un grand chef d'orchestre, un grand arrangeur. Et il a arrangé, et il m'a donné d'ailleurs aussi des grandes leçons de musique avec mon premier album qui s'appelait d'ailleurs Julie tout court, comme à l'époque je m'appelais Julie sans piétrie. Et j'avoue avoir pris beaucoup de leçons de musique avec Jean. Son fils Olivier est un immense musicien qui notamment avec toute son équipe a fait les beaux jours de The Voice, que je trouve de très bonne qualité musicale. Et voilà, donc Jean, c'est un environnement musical exceptionnel, voilà, ça a été et Jean-Marie, magnifique auteur qui plus tard, non seulement il a travaillé pour moi, pour Maria Magdalena, tout l'album, etc. Enfin, il a travaillé aussi pour bien d'autres personnes, dont Feldman, puisqu'il a écrit beaucoup de tubes, les valses de Vienne, etc. C'est un garçon qui a une émotion, une sensibilité sans pareil. Maintenant, il s'occupe beaucoup au sein de la SACEM de nous, les artistes. Et on leur remercie d'ailleurs parce que c'est un être absolument généreux. Voilà ce que j'avais à dire de ces camarades-là. En 1983, vous faites une rencontre absolument merveilleuse qui est celle d'Herbert Léonard. Et là, tous les deux, vous décidez de former un couple à l'écran. Absolument. Un couple complètement amoureux fou. Et ce duo, effectivement, très romantique. Déjà, un excellent accueil du public. Et en plus, vous faites rêver les gens. C'était génial. Et moi, c'était à ce moment-là que je vous avais interviewé. Et franchement, vous faisiez rêver tout le monde avec ce titre-là. Bah écoutez, on a décidé justement, puisqu'on avait fait beaucoup rêver la France, même d'ailleurs nos amis suisses et belges aussi, ça a été un grand carton, cet amoureux fou. On a fait ça un peu dans la tradition, je dirais,
la grande chanson américaine, vous savez, on a essayé de donner un maximum de belles voix, en tout cas d'émotions vocales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on repart sur les routes de France et de Navarre avec Herbert, et notre complicité, je dois dire, est quadruplée, parce qu'avec les années, évidemment, forcément, on s'amuse beaucoup de ce grand succès d'Amoureux Fou, et on fait revivre beaucoup d'émotions au public en se retrouvant régulièrement sur scène, où on fait une espèce de concert croisé, chacun pour se retrouver sur Amoureux Fou, et qu'on rechante d'ailleurs, qu'on biffe sur scène. Et je dois dire que le public est au rendez-vous, et ça les fait encore rêver. En sachant que les années 80, d'une part, ça a toujours été la folie, même au jour d'aujourd'hui, on le voit d'ailleurs avec toutes sortes de tournées, et en plus vous étiez vraiment tous les deux des personnages emblématiques, donc forcément c'est obligé que ça marche, c'est obligé. Voilà, donc on repart, et c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup de tout ce revival, parce que c'est vrai que chacun en a beaucoup fait de tubes entre les années 80 et 90. Lui, de la génération supérieure, puisqu'il avait commencé un petit peu avant, et après il avait eu une autre partie de carrière moins connue. Mais c'est vrai que voilà, c'est un plaisir de se retrouver et de retrouver le public sur cet Amoureux Fou. En 1984, vous avez refait l'Olympia, notamment sur scène aux côtés de Gage Paty, que j'adore. Vous avez également sorti un album de compilation en 1985, et vous avez même décidé de faire un petit virage, où vous avez décidé de créer votre propre ligne de maquillage. Comment ça s'est passé, ça? Oh, c'était une idée dans l'air du temps, c'est très 80-90 ça. Comme ça marchait beaucoup, on cherchait des produits dérivés, on cherchait un petit peu à se diversifier. D'accord. On s'est dit, tiens, j'avais une belle image comme ça, où j'étais une femme remarquée aussi parce que j'avais un bon physique, je dirais. Et voilà, on se disait que à l'époque, c'est vrai qu'il y avait un peu la folie des fringues un peu outrancières. Souvenez-vous des épaulettes très larges, des coiffures un peu pétards. D'ailleurs, on peut les retrouver en photo sur votre site internet, d'ailleurs. Voilà. Et aussi ce côté maquillage un peu coloré, c'était un peu la liberté tant en musique que dans la mode. Et c'est vrai que ça m'allait bien, parce que c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des yeux clairs, et que le maquillage me va bien. Et c'est vrai que cette idée est arrivée assez naturellement. On a monté une société autour de ça, et que je choisissais moi-même d'ailleurs mes textures, mes couleurs, mes saisons, mes printemps-été, mes automnes-hiver, et avec beaucoup de plaisir, parce que ça m'amusait beaucoup, ça me sortait de la musique aussi, ça me donnait une bouffée d'air frais. D'accord. Et bon, ensuite, plus tard, effectivement, quand je suis partie pour me consacrer à ma fille et à mon enfant, un peu dans le silence et un peu dans la non-exposition, j'ai arrêté cette activité puisqu'on ne me voyait plus à la télévision, donc c'était pas, ça pouvait pas perdurer. Et c'est vrai que pendant une dizaine d'années, c'était une jolie expérience où finalement ça me sortait un petit peu de la musique, de la scène, et ça me donnait une récréation. Et là, durant l'été 1986, vous avez eu près d'un an d'absence tout de même, mais vous revenez avec un carton qui est Ève, lève-toi. Vous avez été première au top 50 et vous y êtes resté pendant plus de 6 mois, ce qui est assez exceptionnel. Ce titre absolument génialissime, Ève, lève-toi. Bah oui, il est génial, et moi je le trouve toujours génial, comme pas mal du public aussi, de tous âges aujourd'hui d'ailleurs, aussi bien des gamines de l'âge de ma fille que la génération, que ma propre génération, enfin toute génération confondue. Bah pourquoi? Parce que c'est finalement, on sait pas l'alchimie, quand on crée quelque chose, on sait jamais ce que ça donnera, mais cette alchimie aujourd'hui je peux un petit peu l'analyser. C'était une chanson qui mélangeait un peu toutes les cultures dans sa musique orientale. Bon, moi j'ai voulu cette musique parce que j'étais d'Afrique du Nord et que j'avais envie un petit peu de mélanger les cultures, et je trouve que c'est ça l'avenir de l'homme et de la femme, c'est de pouvoir être un citoyen du monde, de mélanger les cultures sans barrières, sans limites, sans frontières. Et donc j'avais très envie de faire une chanson comme ça un peu orientalisante, un texte que j'ai écrit avec mon camarade Jean-Michel Beria, qui se penchait sur l'avenir de la femme et sur le fait que les femmes étaient en devenir et avaient envie de se lever et avaient envie de se battre, et c'est un peu tout le thème
aiment le déroulé de ce texte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui viennent me dire, mais enfin, votre chanson n'est pas du tout ringarde, au contraire, on s'y retrouve dans vos désirs de lutte, d'avancer, de se bouger, de se lever. Et elle est toujours d'actualité. Le public vous a tellement adoré qu'en 2002, suite à un sondage qui a été fait sur Énergie et Chérie FM, vous avez été consacré égérie des années 1980. Comment vous l'avez vécu, ça? Bon, moi, tous ces trucs-là, je n'en reviens pas. Enfin, je trouve ça marrant, mais bon, ils appellent ça comme ils veulent. Moi, je pense qu'on est plusieurs à être restés dans le cœur des gens. Mais c'est vrai que je suis arrivée première de ce sondage. Ainsi que ensuite en 2003 cette histoire de Retour gagnant sur TF1 qui avait été une belle émission où il donnait un petit peu la parole aux artistes qui pouvaient revenir. Et c'est vrai que à la suite de ce sondage pour le groupe Énergie, j'ai gagné ce Retour gagnant sur TF1. Oui, ça voulait dire que le public avait une petite préférence pour moi, mais écoutez, tant mieux, je les en remercie chaleureusement, parce que ça veut dire que j'ai laissé de très jolis souvenirs, et que finalement, ma carrière n'a fait que rebondir et perdurer grâce à tout cet amour du public. J'ai dû laisser un joli souvenir, et peut-être aussi que je me débrouille pas mal sur scène, voilà, et vocalement, c'est très sympa. Depuis quelques mois, vous avez décidé de prendre un petit virage, mais très intéressant sur votre carrière. C'est que vous avez décidé depuis mi-novembre de devenir comédienne et de rejoindre l'équipe de Dreams, qui est la toute dernière série télé d'Énergie 12. Voilà, alors de fil en aiguille, là, moi, j'ai sorti un album de jazz, je me suis fait le Bataclan, j'en ai sorti un très beau DVD, voilà, j'ai été à la Lambra, je fais des tonnes de tournées, seul ou avec mon copain Herbert ou avec d'autres tournées, enfin magnifique, j'adore voilà, j'ai rebondi et ça a été merveilleux, et effectivement, on me propose de faire de la comédie dans des séries. J'avais commencé il y a 3 ou 4 ans avec M6 dans une petite série qui s'appelait Pas secret entre nous. Et aujourd'hui, j'enfonce le clou avec une série pour Énergie 12 qui va être diffusée en septembre, qui s'appelle Dreams et qui est si je dois faire le pitch un peu de cette série, c'est un concours de musique qui vise à mettre en valeur des chanteurs des Caraïbes. C'est un concours qui se passe sur l'île Saint-Martin où nous avons tourné cette série, 40 épisodes. Et je suis un des 4 personnages, je dirais, récurrents de cette série. Et ce qui n'est pas pour me déplaire, quand on joue la comédie, on n'a pas envie de se ressembler, on fait autre chose, on fait une création. Forcément. Et je suis la méchante de la série. J'adore. Je suis très méchante, très machiavélique. Je pousse ma fille à faire des choses épouvantables. Ma fille qui va se présenter à ce concours, qui a beaucoup de talent. Et voilà. Et je vais la pousser avec mon esprit machiavélique et retors à faire des choses. Moi-même, je vais faire des choses terribles. Vraiment, je suis la machiavélique, je suis la John Collins de cette série. Et j'adore, ça m'a beaucoup amusé. En tout cas, vous avez une actualité extrêmement chargée. Voilà. Vous avez effectivement cette série qui arrive sur Énergie 12 à partir du mois de septembre. Et vous êtes toujours en tournée, puisque depuis mars 2013, vous participez à la tournée à H-Tendre et Tête de Bois, la 8e édition. Et vous tournez bien sûr toujours en solo et en duo avec Herbert Léonard. Eh bien, écoutez, en tout cas, ça a été un plaisir, Julie, de vous retrouver 20 ans plus tard, ici même. Oui, je me permets juste de vous rappeler qu'au fin octobre, début novembre, paraîtra une anthologie de Julie Thiétry, parce que quand même j'ai plus de 30 ans de carrière, et ça se fête. Donc nous aurons 2 CD avec des surprises, et le DVD du Bataclan, et ça va être quelque chose de très très beau avec un album photo, je l'espère, et de photos inoubliables. Voilà, de souvenirs en tout cas. Donc voilà, il y a le petit truc en plus qui fait que on pourra me retrouver aussi en musique sur cette anthologie. Eh bien, vous savez quoi, je vous redonnerai rendez-vous, pas dans 20 ans, mais pourquoi pas d'ici à fin d'année,
pour refaire un nouveau réveil de star et nous reparlerions tout simplement ensemble de ça sur antenne. Ah, mais C'est avec un génial. grand plaisir, ce sera vraiment... Et on n'attendra pas cette fois-là 20 ans, hein Franck? C'est clair. Eh bien écoutez Julie, un grand merci d'avoir été mon invité ce matin, ça a été un vrai plaisir, merci beaucoup. Mais merci à vous, j'étais ravie de cette conversation. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau réveil de star. Un grand merci Julie, je vous embrasse tout plein. Moi aussi, plein de bisous. Franck Cara sur House Nation Radio.